Cette musique est l'une des plus célèbres au monde. C'est l'hymne national du Brésil. Ce que l'on sait moins, c'est que cette musique est un héritage direct de l'Empire du Brésil, composé en 1831 pour célébrer le pouvoir impérial. Au XIXe siècle, alors que l'Amérique espagnole s'effondre dans des guerres civiles et se fragmente en république instable, le Brésil fait figure d'exception géopolitique. Pendant près de 70 ans, ce gigantesque territoire reste uni sous la monarchie centralisée. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Essas palavras são do Hino da Independência, composto em 1822 pelo nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Esse canto celebra a liberdade, mas por trás dessa liberdade esconde-se uma realidade muito mais sombria. Absolument, car le Brésil impérial repose sur un immense paradoxe. D'un côté, un État stable, moderne et reconnu par l'Europe. De l'autre, une société profondément coloniale, fondée sur l'esclavage et le pouvoir des grandes élites terriennes. Et cela nous amène à notre question centrale: dans quelle mesure la survie de l'Empire brésilien a-t-elle reposé sur ce paradoxe entre modernité politique et maintien des structures coloniales? Em 1808, a família real portuguesa foge de Napoleão e se refugia no Rio de Janeiro e, pela primeira vez na história colonial, uma metrópole europeia governa o seu império desde a América. La présence de la monarchie portugaise transforme durablement le destin du Brésil. Contrairement aux colonies espagnoles, le territoire reste unifié, avec une administration centrale, une langue unique et un pouvoir fort. Rio de Janeiro devient le centre politique de l'Empire, regroupant institutions et élites. En 1822, Dom Pedro Ier proclame l'indépendance. Le Brésil devient alors une monarchie impériale plutôt qu'une république. Para garantir sua legitimidade diante da Europa, o jovem império adota em 1824 uma constituição inspirada no liberalismo europeu, mas esse liberalismo permanece extremamente limitado. Ele introduz a monarquia hereditária, o voto censitário e os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Grâce à son pouvoir modérateur, Dom Pedro Ier devient un arbitre suprême au-dessus des partis. Son règne reste toutefois fragile. Contesté par des crises politiques et économiques, il abdique en 1831 et rentre donc au Portugal, laissant sur le trône son fils, Dom Pedro II. Il aura 4 ans à cette époque. Le Brésil entre alors dans une période de régence, marquée par des révoltes et une forte instabilité. Cette instabilité pousse les élites à renforcer la centralisation de l'État afin d'éviter l'éclatement du territoire. Contrairement aux anciennes colonies espagnoles, le Brésil cherche à préserver son unité. En 1840, Dom Pedro II est déclaré majeur à seulement 14 ans, marquant un retour à l'ordre et à la stabilité. On sait donc que le Brésil cherche à conserver son unité, mais c'est les moyens par lesquels il veut conserver son unité qui posent problème. En effet, il y a de nombreuses révoltes qui subissent de nombreuses répressions qui sont parfois très violentes. Ces répressions sont souvent cachées dans l'histoire aujourd'hui. Entre 1830 et 1850, l'armée impériale écrase plusieurs soulèvements séparalistes, notamment dans le nord et dans le nord-est du Brésil. Lorsqu'on prend par exemple cette archive diplomatique française de 1840, où un envoyé écrivait à Rio pour Paris, on y dit « La paix de la cour impériale n'est qu'un voile jeté sur les fleuves de sang des provinces ». Alors on se rend compte de la révolte qu'il y a eu à Cabanagem dans le nord du Brésil, où près de 40% de la population locale a été exterminée, et ce pour maintenir l'autorité de Rio. Les dirigeants imposent donc un contrôle total du pouvoir à Rio. Ils maintiennent fermement l'unité de ce pays gigantesque. Pendant ce temps, les anciennes colonies espagnoles voisines, elles, sont divisées en plusieurs États.
À partir du milieu du 19e siècle, le Brésil connaît un fort essor économique grâce au café. Les exportations explosent et le pays s'intègre pleinement au commerce mondial. Ports, chemins de fer et banques se développent rapidement, marquant l'apogée économique de l'Empire. Cette puissance culmine avec la guerre de la Triple Alliance de 1864 à 1870, qui fait du Brésil la principale puissance militaire sud-américaine. Mais cette victoire renforce aussi l'armée, qui devient progressivement un acteur politique autonome et jouera un rôle décisif dans la chute de l'Empire quelques années plus tard. Mais derrière cette image de modernité et de stabilité, la prospérité de l'Empire repose encore sur des structures profondément héritées de l'époque coloniale. L'essor du café profite surtout à une élite terrienne, les barons du café. Ces grands propriétaires affichent un mode de vie inspiré de l'Europe, mais bloquent toute réforme sociale ou politique qui remettrait en cause leur pouvoir. Il existe une anecdote révélatrice sur cette hypocrisie. Les barons du café de la vallée du Paraíba importaient à grands frais des pianos de Paris et de la vaisselle en porcelaine anglaise pour leurs salons luxueux, alors qu'à quelques mètres de là, leurs esclaves travaillaient pieds nus sous le fouet. Ils achetaient la modernité matérielle de l'Europe pour masquer l'archaïsme moral de leur système. Porque o verdadeiro motor dessa economia dita moderna é a manutenção da estrutura colonial mais violenta, a escravidão. O Brasil foi o maior território escravista das Américas. Milhões de africanos foram deportados para sustentar essa economia, e o país será o último do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. Le paradoxe est total et même structurel. Comme l'écrivait l'homme politique abolitionniste Joaquim Nabuco dans son ouvrage phare de 1883, O Abolitionismo, l'esclavage n'a pas seulement ruiné nos terres, il a corrompu l'âme même de notre système politique, transformant nos institutions libérales en un pur mensonge constitutionnel. À Rio, l'élite défend les droits de l'homme, mais sa richesse repose sur l'exploitation des plantations. L'État tient ainsi sur une contradiction fondamentale. Ce paradoxe commence donc à se fissurer au milieu du 19e siècle avec une grande pression du Royaume-Uni qui permet donc de lutter activement contre la traite négrière brésilienne. C'est donc à partir des années 1870 où le mouvement abolitionnisme se renforce et une partie de l'armée se montre elle-même plus réticente envers la traite négrière et envers l'esclavage. Il y a donc un chamboulement et le régime rentre alors en crise. Et c'est ce moment de fragilité extrême qui précipite la rupture. En mai 1888, Isabelle, la fille de Dom Pedro II, signe la Lei Áurea, loi d'or en français, et abolit enfin l'esclavage. Mais en démantelant brutalement l'ordre social sur lequel reposait l'Empire, sans compensation pour les grands propriétaires, le régime perd son principal soutien politique et économique. Isolé, Dom Pedro II est renversé dès l'année suivante, en 1889, par un coup d'État militaire qui proclame la République. L'Empire s'effondre au moment même où il tente enfin de se réformer. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Esse paradoxo nunca desapareceu de verdade. Ele se metamorfoseou no Brasil do século XXI. Hoje, nosso presente continua profundamente fraturado por desigualdades raciais e geográficas, que são heranças diretas do nosso passado colonial. En effet, l'accès à la terre y reste l'un des plus inégalitaires au monde, avec les grandes latifundios, ces grandes terres qui appartiennent à de grands propriétaires. L'abolition de 1888 s'est faite sans redistribution foncière ni intégration économique réelle pour les ex-esclaves, figeant les hiérarchies sociales jusqu'à nos jours. Sur le plan économique, le Brésil est devenu une grande puissance intégrée au BRICS Plus depuis 2024, avec une industrie agricole et aéronautique très développée. Mais cette modernité repose encore
sur un modèle agro-exporteur fondé sur le soja, la viande et les minerais. Le Brésil du XXIe siècle illustre le concept célèbre de la Belíndia, inventé par l'économiste Edmar Bachar en 1974. Bachar expliquait que le pays est une juxtaposition de la Belgique, un petit îlot moderne, riche et technologique, posé sur l'Inde, une mer immense d'inégalités et de pauvreté structurelle. Le Brésil cherche également à équilibrer ses relations entre les États-Unis, puissance traditionnelle du continent américain, et la Chine, devenue son principal partenaire commercial actuellement. Et c'est en Amazonie que se joue l'emprise globale du Brésil contemporain. Le pays est devenu le cœur battant de la diplomatie climatique internationale. Sa puissance aujourd'hui n'est plus impérialiste ou militaire, elle va au-delà de ça. Aujourd'hui, elle est environnementale. Comme le soulignait récemment un éditorial du journal Le Monde, le Brésil moderne tente de s'imposer en leader vert du monde, mais il avance avec un boulet au pied. L'influence titanesque de ses intérêts agroalimentaires au Parlement. Le gouvernement actuel doit arbitrer en permanence le même tiraillement. Il doit à la fois satisfaire la puissance prédatrice de l'agronégoce, héritière directe des structures foncières coloniales, et en même temps assumer le rôle moderne et écologique de protecteur du poumon vert de la planète. C'est le grand écart impérial qui marque aujourd'hui et qui se rejoue sous nos yeux au XXIe siècle. Au final, l'empire brésilien s'est maintenu grâce à un équilibre profondément contradictoire. À l'extérieur, le régime se présentait comme un État libéral et moderne capable de s'inscrire dans les standards politiques européens de son époque. Alors qu'à l'intérieur, son fonctionnement reposait encore largement sur l'esclavage et sur une société dominée par les grandes élites foncières. Cette opposition était au cœur même du système impérial. Sans cette structure sociale et économique, l'Empire perdait sa base de pouvoir. Et finalement, c'est la preuve ultime que ce paradoxe était vital. C'est en abolissant la structure coloniale en 1888 que l'Empire s'est condamné à mort l'année suivante, incapable de survivre sans sa béquille archaïque. Aujourd'hui, le Brésil est une puissance mondiale, mais il lutte encore pour résoudre ce même paradoxe entre sa modernité et le passé colonial. Le gens est réveillé, mais les blessures restent ouvertes. Fiquem atentos, franceses. Merci d'avoir écouté Au-dessus de la carte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico, brado e retumbante. E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, para o pódio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Putain, rigolez de ouf là.